Quand Emily Harris a été retrouvée le soir du 25 avril sur le bord de la route dans le comté d'Ellis, au Kansas, policiers et médecins ne pouvaient pas croire qu'elle avait pu parcourir une telle distance par elle-même. Elle a été découverte par des fermiers locaux presque 3 heures après sa disparition. À la question de l'enquêteur sur la façon dont elle s'était retrouvée sur la route, la fillette a répondu doucement « Je veux rentrer à la maison. Où est ma maman ?» Ce qui s'est exactement passé pendant ces 3 heures et qui était derrière cette disparition choquante est devenue l'énigme principale de l'une des affaires les plus retentissantes du comté d'Ellis. Comté d'Ellis, État du Kansas. Un endroit paisible avec des champs à perte de vue et de petites fermes éparpillées le long de vieilles routes de terre. La vie y coule lentement et de façon prévisible. Il n'y a presque pas de visages étrangers et la nouvelle de la disparition d'Emily Harris, 9 ans, y semblait impossible. La journée du 25 avril 2014 s'annonçait sombre et fraîche. Un violent orage avait éclaté dans la matinée, endommageant les lignes électriques. Et une partie du comté s'était retrouvée sans électricité. À 15h55, comme d'habitude, le bus scolaire s'est arrêté au vieux carrefour. La dernière à descendre fut Emily Harris, fille des fermiers locaux John et Lisa Harris. Pour rentrer chez elle, elle devait parcourir un peu plus d'1 kilomètre en ligne droite. Un chemin familier qui prend environ 15 minutes. Mais ce jour-là, Emily n'est pas rentrée chez elle. Sa disparition a marqué le début d'une enquête qui allait révéler des faits inattendus et effrayants. La police a réagi rapidement. Une demi-heure après l'appel alarmant de Lisa Harris, des officiers étaient déjà présents au carrefour. Mais les difficultés ont immédiatement commencé. La caméra de surveillance, la seule sur cette portion de route, ne fonctionnait pas depuis le matin. L'orage matinal avait coupé l'alimentation et la batterie de secours ne s'était pas activée. Sans l'enregistrement, la police est restée sans idée claire de ce qui s'était passé sur la route après le départ du bus. Les premiers témoignages sont apparus à 16h12. 2 fermiers voisins, indépendamment l'un de l'autre, ont entendu passer une voiture au moteur inhabituellement rauque. Mais dans la description du véhicule, leurs mots ne coïncidaient pas. Le premier l'a décrit comme un SUV vert foncé, sale, avec une carrosserie haute. Le second était certain qu'il s'agissait d'un vieux pick-up, plutôt noir ou sombre, qui roulait trop vite pour une route locale. Les policiers ont commencé à inspecter le territoire. À environ 200 mètres de l'endroit où Emily avait été vue pour la dernière fois, le détective James Crane a remarqué une trace de pneu solitaire. Il l'a photographiée et a appelé les experts criminalistiques. Quelques minutes plus tard, il a recommencé à pleuvoir. Conscient de la menace de perdre cette preuve, les policiers ont recouvert l'empreinte d'un film plastique, le fixant avec des pierres. Mais la pluie s'est intensifiée et, malgré leurs efforts, l'eau a partiellement érodé la terre autour de la trace. Les experts sont arrivés rapidement, mais n'ont plus pu obtenir une empreinte complète. La photographie prise par le détective Crane est restée la seule image utile de la trace du véhicule impliqué dans la disparition d'Emily. Les premiers soupçons de la police se sont portés sur le chauffeur du bus scolaire, Mark Larson, 57 ans. Larson était le dernier adulte à avoir vu Emily. Lors de l'interrogatoire, il a calmement expliqué qu'il avait remarqué comment son couteau de poche rose bien-aimé était tombé de ses mains lorsqu'elle s'était retournée pour lui faire signe. Mais il n'y avait pas prêté attention et était parti. Mark parlait directement et avec assurance, mais les policiers ont remarqué qu'il était nerveux, répétant constamment les mêmes mots. Malgré les doutes, l'alibi de Larson était confirmé par ses collègues et les enregistrements d'autres caméras sur le parcours. Cependant, des questions à son sujet subsistaient. Le deuxième suspect était le fermier Byron Cole, voisin des Harris, connu pour son caractère renfermé. Dans l'intervalle de 16h à 16h30, il était le seul à se trouver dans la rue près de sa ferme. Cole a affirmé qu'à ce moment-là, il tirait sur des coyotes. L'arme a été vérifiée immédiatement, mais rien de suspect n'a été trouvé. Néanmoins, personne ne pouvait confirmer ces dires, car le fermier vivait seul et il n'y avait pas de témoins. Les détectives ont inspecté sa maison et sa voiture,
mais n'ont trouvé aucune preuve indiquant son implication. La police ne pouvait pas aller plus loin. À 18h, la police a effectué une inspection supplémentaire du bus dans lequel voyageait Emily. Dans le compartiment à bagages, ils ont trouvé son couteau de poche rose. Il ne portait pas les empreintes digitales du conducteur ou d'autres personnes étrangères, seulement celles d'Emily. Larson continuait d'affirmer qu'il avait vu le couteau tomber de la main de l'enfant près de la sortie. Il ne pouvait pas expliquer comment il s'était retrouvé dans le coffre. Mais après une brève vérification, il s'est avéré qu'Emily avait déjà perdu ce couteau à plusieurs reprises et ses parents l'ont confirmé à l'enquête. Cette piste s'est avérée fausse, bien que certaines questions au conducteur du bus soient censées rester sans réponse. À 18h50, presque 3 heures après la disparition d'Emily, les époux Hunter revenaient par la route d'une ville voisine. Il faisait déjà presque nuit, la visibilité était mauvaise, la route à peine éclairée par les phares de la vieille Ford. Soudain, ils ont aperçu une silhouette sur le bas-côté. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un animal renversé, mais en s'approchant, ils ont compris. C'était une personne. C'était Emily Harris. Le couple s'est rapidement arrêté. Emily était sale, avec des égratignures sur le visage, les vêtements déchirés. La fillette respirait difficilement et tremblait de froid et de choc. Les Hunter l'ont enveloppée dans une vieille couverture et l'ont immédiatement transportée à l'hôpital du comté d'Ellis. Tout le temps dans la voiture, Emily répétait doucement, à peine audible « Je veux rentrer à la maison. Où est ma maman ?» Les policiers sont arrivés à l'hôpital à la suite des Hunter. Le détective James Crane est entré prudemment dans la chambre, où l'infirmière avait déjà terminé les premiers soins. En s'approchant, Crane a doucement demandé « Emily, peux-tu dire comment tu t'es retrouvée sur la route ?» La fillette l'a regardé avec des yeux fatigués et effrayés et a de nouveau murmuré doucement, en ouvrant à peine les lèvres. « Je veux rentrer à la maison. Où est ma maman ?» Ce fut la seule réponse que la police put obtenir ce soir-là. Ce qui s'était exactement passé pendant ces 3 heures restait un mystère à résoudre. Après qu'Emily ait été retrouvée et transportée à l'hôpital, l'enquête est passée à une autre phase. L'enquête a commencé à examiner le cercle de personnes qui pourraient avoir été liées à sa disparition. Le premier sur qui le détective James Crane a concentré son attention était le conducteur du bus scolaire, Mark Larson. La police n'avait pas l'intention de précipiter les événements. Ils avaient qu'au besoin d'une réponse fiable à la question de savoir si Larson pouvait avoir un quelconque lien avec ce qui s'était passé. En premier lieu, ses paroles et actions de ce jour-là ont été vérifiées. En vérifiant l'itinéraire par lequel Larson transportait quotidiennement les élèves, le détective Crane a remarqué un fait inhabituel. La feuille de route, que le conducteur lui-même remplit, présentait un étrange écart temporel. Entre 2 arrêts s'était formée une pause de 12 minutes, qui ne correspondait pas à l'horaire habituel du bus. Cette lacune a immédiatement suscité une attention accrue de l'enquête. Normalement, Larson suivait strictement l'itinéraire. L'horaire de son bus était programmé littéralement minute par minute, et les arrêts à chaque point étaient automatiquement enregistrés par le traceur GPS intégré. Mais ce jour-là, le 25 avril, tout s'est avéré différent. Le détective Crane a demandé les données du navigateur GPS installé dans le moteur du bus. L'analyse a montré que le véhicule était effectivement resté immobile près d'un terrain vague pendant près de 12 minutes. Le terrain vague se trouvait à mi-chemin entre les 2 derniers arrêts de l'itinéraire et loin des maisons habitées. Cet endroit était bien connu des résidents locaux. Rarement quelqu'un y apparaissait, sauf peut-être les fermiers qui y jetaient parfois de vieux équipements et des ordures. La police a commencé à vérifier Larson lui-même plus minutieusement. Sa biographie professionnelle et son dossier personnel ont été étudiés. Il a bientôt été découvert que l'année précédant l'incident, le conducteur avait eu un incident qui s'était soldé par une sanction disciplinaire. Larson avait gravement dépassé la vitesse à proximité immédiate d'une école primaire du comté d'Ellis, ce qui avait failli entraîner de graves conséquences. À l'époque, le conducteur l'avait expliqué en disant qu'il était prétendument pressé en raison de circonstances familiales. Le cas avait été documenté et était resté dans son dossier personnel. Ces détails ne rendaient pas Mark automatiquement coupable,
Mais la police notait chaque détail, essayant de construire une image objective. Le détective Crane avait des raisons d'inviter à nouveau Larson à un interrogatoire, cette fois plus long et plus sérieux. Il voulait obtenir une explication pour cette pause de 12 minutes. Lorsque le détective a directement demandé à Mark pourquoi le bus s'était arrêté près du terrain vague, Larson a répondu de manière sûre et claire. Il a indiqué qu'il s'était arrêté parce qu'il avait senti de fortes vibrations dans le volant et avait été obligé de vérifier les roues. Ayant découvert que la roue arrière était crevée, Mark a affirmé l'avoir remplacée lui-même. Lorsqu'on lui a demandé de présenter un bon de service ou au moins une description de ce qui s'était passé, Larson a répondu qu'il avait tout fait lui-même, sans appeler de mécanicien, et qu'aucun document n'avait été complété. Crane a fait remarquer que le remplacement d'une roue de bus n'est pas une tâche facile, nécessitant un effort et un temps considérable, surtout pour une seule personne. Mais lors de l'inspection du bus, la police n'a trouvé aucun signe de remplacement récent ou de traces fraîches de saleté sur la roue de secours ou les outils. Les détectives se sont à nouveau retrouvés face à des contradictions dans le témoignage du conducteur. Néanmoins, Larson n'a pas changé sa version. Il regardait l'enquêteur droit dans les yeux, avec assurance, comprenant clairement qu'il n'y avait pas encore de preuves irréfutables contre ses paroles. Entre-temps, la police a soigneusement réexaminé le bus où le couteau d'Emily avait été précédemment trouvé. Cette fois, les criminologues ont soigneusement examiné le compartiment à bagages. Parmi d'autres microparticules et fibres, un cheveu féminin d'environ 20 cm de long a été découvert. Il a été soigneusement placé dans un sac hermétique et envoyé au laboratoire de criminalistique pour une analyse d'ADN mitochondrial. Le résultat de l'analyse est apparu le lendemain et est devenu une nouvelle déception pour l'enquête. Le cheveu n'appartenait pas à Emily. De plus, il ne correspondait à personne de sa famille ou de son entourage proche. L'enquête s'est à nouveau heurtée à un mur. Cette fausse piste n'a fait que compliquer la situation, prenant plusieurs heures précieuses. Le détective James Crane était clairement frustré que l'enquête avance plus lentement que souhaité. Il n'y avait toujours pas de preuves réelles contre Larson alors que les soupçons augmentaient. Tard dans la soirée du même jour, après un interrogatoire de plusieurs heures et un examen minutieux du bus, Larson est apparu de façon inattendue au poste de police. Le conducteur semblait fatigué et irrité, mais son comportement restait assuré. Sans attendre de questions, il a dit au détective Crane qu'il comprenait la tension de la situation et était prêt à coopérer pleinement avec l'enquête. Il a lui-même proposé à la police d'inspecter et d'examiner son véhicule personnel, un pick-up Chevrolet argenté, qu'il conduisait habituellement en dehors du travail. Les policiers se sont immédiatement rendus au parking derrière le poste, où était garé le véhicule personnel de Larson. Le pick-up était effectivement argenté, bien entretenu, manifestement lavé régulièrement. La carrosserie était propre, presque sans trace de saleté ou d'égratignure. Le véhicule ne correspondait pas à la description donnée par les voisins au moment de la disparition d'Emily, mais la police a décidé de l'examiner soigneusement, espérant trouver au moins des indices minimes liant Mark à la disparition. Bien que Larson ait volontairement fourni le véhicule, son statut de suspect est resté inchangé. Pour la police, cela ressemblait davantage à une tentative de confirmer sa propre innocence. Cependant, plus Larson s'efforçait de montrer sa non-implication, plus il devenait suspect aux yeux de la police. Et tandis que les experts commençaient à examiner la voiture, le détective Crane comprenait, jusqu'à présent, tous les faits contre Mark Larson n'étaient rien de plus qu'une chaîne d'étranges coïncidences. Mais il ne pouvait pas non plus les ignorer. Le puzzle commençait seulement à se former. Après la vérification de Mark Larson, les détectives ont continué à chercher des indices qui pourraient mener à la vérité sur ce qui est arrivé à Emily. L'attention des enquêteurs s'est maintenant tournée vers un autre élément important de l'enquête, la famille Harris. Le détective Crane savait depuis longtemps que dans de tels cas, les secrets se cachent souvent précisément derrière les portes de maisons qui semblent ordinaires et sans particularité. La famille Harris vivait ici depuis des générations. Ils étaient des personnes respectées. Mais, malgré la stabilité extérieure, dans les affaires personnelles de cette famille,
il y avait place pour de sérieux problèmes. Les policiers, en étudiant les documents et l'historique financier de la famille, sont tombés sur un détail étrange qui les a immédiatement mis en alerte. L'exploitation agricole des Harris se trouvait dans une situation financière difficile. Les relevés bancaires montraient une dette importante, 143 000 $. Pour une petite ferme dans le comté d'Ellis, une telle dette était catastrophique. Des retards de paiement étaient régulièrement enregistrés au cours des 6 derniers mois et l'affaire se dirigeait progressivement vers la faillite. Les parents d'Emily, David et Lisa Harris, n'avaient qu'en fait parler de ces difficultés à personne. Pour l'enquête, cela est devenu un signal important. L'argent devient souvent un motif dans des crimes où les victimes s'avèrent être des proches. Et dans cette affaire, pour la première fois, est apparu un motif financier clair, bien qu'indirect. Bientôt, la police a reçu confirmation que les problèmes de la famille étaient plus profonds qu'il n'y paraissait. Il s'est avéré qu'environ 1 mois avant la disparition d'Emily, son père, David Harris, avait souscrit une police d'assurance pour elle. Le montant de l'assurance était de 250 000 $, dépassant significativement la dette totale de la famille. De tels accords d'assurance alertent généralement les enquêteurs, surtout quand il s'agit de sommes importantes et de la formalisation du document peu avant le crime. Le détective Crane a immédiatement rencontré un représentant de la compagnie d'assurance pour clarifier tous les détails. L'assureur a confirmé « Cette police était la première et unique police de ce type pour les membres de la famille Harris. Personne n'avait auparavant assuré les vies de leurs proches, et la somme assurée semblait inexplicablement importante pour des agriculteurs avec de tels problèmes financiers. La situation devenait plus compliquée, et les soupçons des enquêteurs ne faisaient que s'intensifier. Pour comprendre la situation, le détective Crane a convoqué Lisa Harris, la mère d'Emily, pour un interrogatoire. Lisa semblait déprimée et manifestement confuse après ce qui s'était passé, mais elle était disposée à coopérer et répondait à toutes les questions de la police. Quand le détective lui a montré le formulaire de souscription de la police d'assurance, Lisa a semblé surprise et clairement décontenancée. Elle a déclaré qu'elle ne savait rien d'une telle assurance et n'avait pas participé à sa formalisation. Cependant, quand Crane a pointé la signature sur le document, Lisa s'est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. La signature sur le formulaire était la sienne. Lisa répétait encore et encore qu'elle ne se souvenait pas du moment où elle avait signé ce document. Elle a supposé que David aurait pu le lui donner parmi d'autres papiers de la ferme, sans en expliquer les détails. Mais elle n'avait pas de preuves sûres pour cette affirmation. Néanmoins, Lisa Harris a fermement affirmé qu'elle n'avait aucune idée des intentions d'assurance de son mari. Elle a juré au détective qu'elle n'aurait jamais consciemment accepté un tel accord. Le témoignage de Lisa semblait sincère, mais les détectives ne pouvaient pas faire entièrement confiance à ses paroles, compte tenu de la facilité avec laquelle elle pourrait nier toute connaissance des plans financiers de son mari. Le mobile financier dans cette affaire semblait de plus en plus convaincant. Les enquêteurs ont commencé à envisager sérieusement la version d'un enlèvement mis en scène pour obtenir le paiement de l'assurance. De tels crimes n'étaient pas rares, même dans des endroits paisibles comme Ellis, surtout lorsqu'il s'agissait de sommes importantes. La police a vérifié les appels téléphoniques, les messages et les contacts personnels des parents d'Emily au cours des derniers mois. Les détectives cherchaient tout signe de préparation à une telle mise en scène. Cependant, les vérifications des téléphones, ordinateurs et autres appareils n'ont rien révélé de suspect. Aucune correspondance, aucune recherche d'informations qui pourrait indiquer une tentative d'organiser une fausse disparition n'a été trouvée. Cette version est devenue une nouvelle fausse piste que l'enquête a dû abandonner. Malgré les problèmes financiers des Harris et l'assurance suspecte, il n'y avait pas de preuves directes contre les parents d'Emily. Les détectives ont dû admettre que le mobile financier restait pour l'instant une simple suspicion et non un fait établi. L'enquête s'est de nouveau tournée vers l'hôpital, où l'état d'Emily s'était enfin amélioré au point qu'elle pouvait parler aux détectives. Dans la chambre, la fillette semblait affaiblie, mais répondait déjà clairement et consciemment. Lorsque le détective Crane lui a prudemment demandé si elle avait vu quelqu'un de ses proches ou connaissance au moment où elle se trouvait sur le terrain vague, Emily a répondu sans hésitation. Il n'y avait personne des nôtres là-bas.
Je n'ai vu personne. J'étais seul. Le détective lui a demandé une nouvelle fois, en précisant si elle pouvait avoir oublié ou confondu quelque chose. Emily a secoué la tête et répété que près de l'endroit où elle s'était retrouvée, il n'y avait certainement aucun membre de sa famille. Les paroles d'Emily ont compliqué davantage le tableau de l'enquête. D'un côté, la fillette niait complètement l'implication de la famille dans ce qui s'était passé. De l'autre, la situation financière suspecte de la famille Harris restait un mobile évident. Les enquêteurs ont dû admettre qu'ils se trouvaient à nouveau devant un mur, derrière lequel pouvaient se cacher les réponses les plus inattendues. Après que le rapport de laboratoire eut confirmé l'achat de chloroforme au nom du voisin des Harris, l'enquête s'est fermement concentrée sur la personne du fermier local, Byron Cole. Pour le comté d'Ellis, Cole était une personne habituelle. 71 ans, ayant vécu toute sa vie dans ces lieux, s'occupant tranquillement de sa petite ferme, communiquant rarement avec les voisins, n'ayant jamais été remarqué dans des conflits ou des histoires criminelles. Mais maintenant, sur sa vie tranquille s'étendait une piste claire de soupçons. Tôt le matin, quelques heures après avoir reçu le rapport du laboratoire, le détective James Crane, accompagné de 2 assistants, s'est dirigé vers la ferme de Cole. Il devait lui parler et clarifier la situation. Dès les premières minutes de conversation avec la police, Byron Cole a calmement confirmé le fait de l'achat de chloroforme. Il n'a même pas essayé de nier l'évidence. Mais quand on lui a demandé pourquoi il avait besoin de cette substance, le fermier a répondu avec assurance qu'il l'utilisait exclusivement pour l'anesthésie des veaux lors de procédures vétérinaires. Il semblait tout à fait sûr de ses paroles, parlait brièvement et de manière convaincante. Cependant, après la visite du détective Crane chez le vétérinaire local, le tableau a radicalement changé. Le vétérinaire a catégoriquement déclaré que le chloroforme n'est plus utilisé dans leur domaine depuis de nombreuses années, car il est considéré comme obsolète et dangereux pour les animaux. Toutes les procédures nécessaires étaient effectuées par le vétérinaire lui-même, et il n'avait jamais conseillé à Cole ou à d'autres fermiers d'utiliser de telles substances. Le témoignage du vétérinaire contrastait fortement avec la version proposée par Cole, mettant ses paroles sous de sérieux doutes. La police a approfondi l'étude de la vie quotidienne du fermier Cole. Parmi ses effets personnels et ses notes, ils ont découvert une sorte de journal, un registre de tirs. Cole était connu pour son habitude de noter l'heure et les résultats des tirs contre les coyotes ou autres prédateurs qui entraient périodiquement sur les terres agricoles. Le plus intéressant est que, à la date de la disparition d'Emily Harris, le 25 avril, le journal mentionnait 2 tirs solitaires à 16h30 et 16h35. Ces entrées correspondaient parfaitement à son témoignage initial, donné dans les premières heures après la disparition de la fillette. À première vue, cela confirmait ses paroles. Mais les enquêteurs ont décidé de vérifier plus en profondeur et ont envoyé l'arme de Cole pour une expertise criminalistique détaillée. Les soupçons se sont encore intensifiés lorsqu'il s'est avéré que le fusil avait été soigneusement nettoyé peu après la disparition d'Emily. Normalement, les fermiers nettoyaient leurs armes en fin de semaine ou après plusieurs jours d'utilisation, mais jamais immédiatement après quelques tirs contre des coyotes. Crane a de nouveau convoqué Byron Cole pour une conversation. Le fermier semblait légèrement irrité par cet appel répété, mais restait calme et continuait à insister fermement sur sa version des événements. Il a décrit en détail comment exactement il avait vu le coyote près de la ferme, comment il avait pris le fusil, visé et tiré. Pour vérifier ses paroles, les policiers sont retournés à la ferme et ont soigneusement inspecté le territoire. Et effectivement, dans la terre à l'endroit indiqué par Cole, ils ont trouvé des traces confirmant que des balles du même calibre que celles du fermier avaient récemment pénétré dans le sol. À ce stade, les paroles de Cole semblaient pas plausibles et étaient confirmées par des preuves physiques. Cependant, le détective Crane a remarqué une particularité. Ils ont trouvé les balles dans la terre, mais il n'y avait pas de douille sur le terrain. Cole affirmait avoir tiré précisément de cet endroit, et si c'était vrai, les douilles seraient forcément restées sur le sol. En réponse à une question directe, Cole a affirmé avec assurance qu'il ramasse toujours les douilles et les jette séparément pour ne pas salir sa propriété.
Les enquêteurs ont continué l'inspection de la ferme, entrant dans le vieux hangar où Cole gardait habituellement ses outils et provisions. Là, ils ont trouvé plusieurs bidons vides d'huile diesel. Cela a immédiatement intéressé la police, car l'huile diesel correspondait à la substance qui avait laissé une empreinte sur le sac à dos d'Emily. Les experts ont immédiatement emporté les bidons au laboratoire, espérant obtenir une correspondance. Cependant, les résultats de l'étude ont été décevants. Les échantillons d'huile des bidons ne correspondaient pas aux échantillons trouvés sur le sac à dos. Une fausse piste a de nouveau fait reculer les détectives d'un pas, mais n'a nullement levé les soupçons sur Byron Cole. Le dernier rapport du laboratoire criminalistique est arrivé le soir même et a de nouveau fait réfléchir la police. L'expertise balistique, après avoir étudié en détail l'arme de Byron Cole, est arrivée à une conclusion inattendue. Son fusil ne pouvait pas avoir effectué de tir ce jour-là. Aucune balle enregistrée dans son journal n'avait quitté le canon le 25 avril. L'arme avait été soigneusement nettoyée, mais les tests balistiques montraient sans équivoque l'absence de traces de poudre ou d'autres substances caractéristiques des tirs récents. Cela contredisait complètement la version de Cole selon laquelle il tirait sur des coyotes. Son alibi, qui semblait fiable et même confirmé par les balles trouvées, a soudainement subi une fissure sérieuse. Néanmoins, le détective James Crane ne se précipita pas pour tirer des conclusions définitives. Bien que les soupçons contre Byron Cole se soient considérablement intensifiés, son implication restait uniquement démontrable indirectement. L'alibi du fermier avait perdu sa fiabilité, mais n'était pas complètement détruit. Et maintenant, la police devait trouver un autre maillon pour comprendre quel rôle le voisin des Harris avait réellement joué dans les événements de cette journée. Après l'apparition de sérieuses contradictions dans les propos de Byron Cole, le détective James Crane et son équipe ont compris que l'enquête s'était approchée d'un point critique. Mais il n'était pas encore possible de tirer une conclusion définitive. À ce moment, l'attention de l'enquête s'est soudainement tournée vers l'entourage d'Emily elle-même. La police ne cessait d'interroger tous ceux qui pouvaient connaître quelque chose sur les détails de sa vie quotidienne. C'est alors qu'est apparu un nouveau détail qui a changé le cours de l'enquête. Lors d'une nouvelle visite à l'école du comté d'Ellis, l'enseignante d'Emily, mademoiselle Jennifer White, s'est approchée du détective Crane. Elle a prudemment et silencieusement remis à la police le journal d'Emily, disant qu'elle l'avait conservé immédiatement après la disparition, mais n'avait pas tout de suite décidé que c'était important. Maintenant, après plusieurs jours, elle était certaine que la police devait le voir. Le journal était soigneusement rempli d'une écriture enfantine, et la police a immédiatement commencé à l'étudier. Crane comprenait qu'ils avaient maintenant la chance de voir l'histoire à travers les yeux d'Emily elle-même et peut-être de trouver de nouveaux détails. Les détectives ont soigneusement étudié chaque page du journal. Les entrées s'étaient un temps normal pour un enfant de son âge, mais l'une d'elles, faite environ 2 semaines avant la disparition, a immédiatement attiré une attention particulière. Emily avait écrit une courte phrase. « Pick-up avec une bosse près de l'autocollant postal. Il roule lentement derrière moi. » Ces mots ont immédiatement fait se tendre Crane. Personne n'avait parlé auparavant d'un tel véhicule. Dans cette même note, Emily ajoutait qu'elle craignait « l'étranger avec des grains sous les ongles ». Cette phrase était enfantine, mais indiquait très clairement que quelqu'un qui régulièrement manipulait des grains et travaillait de ses mains lui faisait peur. La police avait maintenant un nouveau détail clair reliant l'entourage d'Emily à une personne inconnue. Le détective Crane s'est immédiatement rendu chez les parents d'Emily pour savoir s'ils connaissaient Boès quelque chose sur une voiture avec une bosse et un autocollant postal. Lisa Harris, la mère d'Emily, a répondu avec détermination qu'elle n'avait jamais remarqué un tel pick-up près de la maison ou sur le chemin de l'école. Elle semblait sincère et même surprise que sa fille puisse écrire sur quelque chose comme ça. Cependant, lorsque la police a posé la même question au père, David Harris, il a réfléchi un instant et s'est souvenu qu'en 2008 environ, lui-même possédait un vieux Ford F-150 avec une bosse similaire. Harris a souligné qu'il avait vendu ce pick-up il y a longtemps et ne savait même pas où il se trouvait maintenant. Sa réponse a compliqué encore davantage la situation, car les enquêteurs ont dû tenir compte du fait qu'un véhicule similaire pouvait toujours se trouver dans le comté d'Ellis
et son propriétaire actuel avait probablement un lien avec l'élévateur à Grain ou les fermes voisines. Après cette découverte, les enquêteurs ont décidé de faire appel au public pour obtenir de l'aide dans la recherche du véhicule. Bientôt, les médias locaux ont publié une description détaillée du pick-up, y compris la bosse et le possible autocollant postal. Un collage visuel a été créé montrant à quoi pourrait ressembler la voiture au moment de la disparition d'Emily. La réaction fut immédiate. Le téléphone de la ligne d'assistance a littéralement explosé. Au cours des premières 24 heures, plus de 40 appels ont été reçus avec des informations des résidents du comté et des zones voisines. Les gens signalèrent avoir vu un véhicule similaire chez des voisins, près des magasins, dans des stations-service. Mais après avoir vérifié tous les signalements, la police s'est convaincue qu'ils s'étaient tous avérés faux. Cela a conduit à la perte d'un temps précieux et à une tension supplémentaire dans l'équipe d'enquêteurs. Le détective Crane comprenait que l'attention du public ne profite pas toujours à l'enquête. Après 2 jours de vérification minutieuse et de recherches infructueuses, les enquêteurs ont décidé de se concentrer sur le plus évident, l'autocollant postal de l'élévateur qu'Emily avait mentionné dans son journal. L'élévateur était la seule grande entreprise de ce type dans le comté, et la police a immédiatement demandé des listes de véhicules qui avaient un autocollant officiel de l'entreprise au cours des dernières années. Les listes ont été vérifiées rapidement et méticuleusement, et après quelques heures, les détectives ont obtenu un résultat exact. Dans la liste, il n'y avait qu'un seul Ford F-150 vert, enregistré au nom d'un résident local nommé Clayton Reeves. Le nom de cet homme n'était apparu jusqu'à présent dans aucun épisode de l'enquête. Le détective Crane a immédiatement demandé toutes les données disponibles sur Clayton Reeves. L'homme n'avait jamais auparavant attiré l'attention de la police. Il vivait tranquillement, seul, communiquait rarement avec les résidents locaux et n'a jamais figuré dans des conflits ou incidents notables. Sa ferme était petite et n'avait pas de problème financier, du moins pas évident pour les étrangers. Néanmoins, pour le détective James Crane et tout le groupe d'enquête, le nom de Reeves est devenu un nouveau point de départ inattendu, mais très concret. Ils avaient maintenant une base pour supposer pour la première fois que le suspect pourrait ne pas être simplement une personne aléatoire, mais quelqu'un qu'Emily elle-même craignait déjà avant sa disparition. Et bien que l'enquête commençait seulement à examiner attentivement Clayton Reeves, il était clair pour tous. Il s'était approché du véritable criminel beaucoup plus près que jamais auparavant. Après que la police ait établi le nom de Clayton Reeves, l'enquête a commencé à avancer rapidement. Les enquêteurs ont obtenu un mandat et se sont rendus sur le territoire de l'élévateur et de la ferme où vivait Reeves. Le suspect lui-même a réagi calmement, bien qu'il fût clairement surpris par l'apparition de la police. Cependant, très vite, les enquêteurs ont compris que derrière son calme extérieur se cachait quelque chose de plus. Pendant l'inspection du territoire de l'élévateur, l'un des travailleurs, Carlos Mendez, s'est approché des enquêteurs et a communiqué un détail inattendu. Selon lui, le soir du 25 avril, lorsqu'Emily a disparu, il a accidentellement remarqué Clayton Reeves près du hangar de service, lavant la carrosserie de son pick-up vert avec un puissant agent de blanchiment. Mendez a souligné que l'odeur de l'agent de blanchiment était très forte. Elle se faisait sentir à grande distance. De telles actions lui ont semblé étranges, car il n'avait jamais vu auparavant Reeves nettoyer si minutieusement son véhicule. Ces témoignages sont devenus le premier témoignage réel liant directement le suspect aux événements de cette journée. Le détective James Crane a immédiatement ordonné une inspection détaillée de la zone près du hangar où le travailleur avait vu Reeves. Sur place, une grille d'égout a été découverte, dans laquelle les criminologues ont trouvé 2 preuves importantes. Première, plusieurs fibres de bâche accrochées au bord de la grille. Deuxième, des traces de sang, rapidement confirmées par le laboratoire comme appartenant à un groupe sanguin répandu, le groupe O. Cette découverte a encore renforcé les soupçons de la police. Bientôt, il est devenu clair que les preuves sur le territoire de l'élévateur étaient étroitement liées aux actions de Clayton Reeves. L'étude des enregistrements des caméras de surveillance près de l'entrepôt a donné une autre confirmation significative. Sur l'enregistrement, on voit clairement comment Reeves, le soir du 25 avril, charge une grande pelle dans le coffre de son pick-up,
après quoi le véhicule quitte le territoire de l'entrepôt. Clayton Reeves a été immédiatement convoqué pour un interrogatoire. Les enquêteurs lui ont directement demandé pourquoi il avait lavé son pick-up avec un agent de blanchiment puissant ce soir-là. Reeves a calmement répondu qu'il préparait simplement le véhicule à la vente. Selon lui, il voulait mettre la voiture dans le meilleur état possible pour trouver un acheteur plus rapidement. Reeves était convaincant et ne montrait pas de nervosité. Cependant, lors de la vérification, la police n'a pu trouver aucune annonce de vente du véhicule, ni dans les journaux locaux, ni sur les sites web. Même les concessionnaires locaux ont confirmé que Clayton Reeves ne s'était pas approché d'eux avec une offre pour vendre son pick-up. Cela rendait son explication encore moins plausible, bien que cela ne constituait pas en soi une preuve directe de culpabilité. L'avocat de Clayton Reeves a immédiatement commencé à construire la défense de son client. Il a déclaré que le sang trouvé aurait bien pu se retrouver sur la grille d'écoulement de manière naturelle. L'avocat a expliqué que son client, comme de nombreux fermiers locaux, transportait occasionnellement des carcasses de viande, y compris des vaches, et que le sang des animaux aurait pu tomber sur la carrosserie puis être lavé avec l'agent de blanchiment. Cette explication, bien qu'elle semblât étrange, était juridiquement viable. L'enquête a été obligée de procéder à des vérifications supplémentaires. Ils ont demandé des informations à l'abattoir local et aux fermes pour savoir si Reeves avait travaillé avec eux récemment. Mais après vérification, aucun document ou contrat concernant un tel transport n'a été trouvé. Malgré cela, la version de la défense continuait à paraître convaincante pour le grand public, créant des doutes sur les actions de l'enquête. Pendant que la police cherchait des preuves supplémentaires, les criminalistes ont rapidement réalisé une analyse rapide de l'ADN du sang trouvé. Les résultats de l'analyse sont arrivés le soir même, devenant une véritable surprise pour toute l'équipe d'enquête. Le laboratoire a confirmé une correspondance partielle des loci STR du sang trouvés avec les échantillons d'Emily Harris. La correspondance partielle signifiait que le sang pourrait réellement appartenir à Emily, mais l'analyse ne donnait pas une certitude totale de ce fait. De tels résultats ne permettaient pas aux enquêteurs d'arriver à une conclusion catégorique, mais indiquaient clairement qu'Emily aurait pu se trouver sur le territoire de l'élévateur dans la voiture de Clayton Reeves le soir du 25 avril. C'était l'indice le plus sérieux obtenu pendant toute l'enquête. Mais c'est précisément son incomplétude qui ne permettait pas à la police d'arrêter immédiatement le suspect. D'un point de vue juridique, une telle analyse était considérée seulement comme une preuve circonstancielle, et il était impossible de porter des accusations formelles sur cette base. Cependant, le détective James Crane et son équipe comprenaient clairement. Pour la première fois, ils avaient reçu une indication claire du lien direct de Reeves avec la disparition d'Emily. Malgré la résistance de l'avocat et l'absence de preuves directes, ils savaient qu'ils avaient maintenant le nom du véritable suspect. Cependant, l'incertitude des résultats de l'analyse ADN maintenait la situation tendue et ne permettait pas de se détendre. Devant eux, les enquêteurs faisaient face à une tâche difficile, trouver des preuves finales et irréfutables, capables de faire la lumière sur les événements de ce jour, et enfin, clore l'une des affaires les plus retentissantes et douloureuses du comté d'Ellis. Les doutes concernant l'identité de Clayton Reeves se transformaient progressivement en certitudes fermes. Les correspondances partielles d'ADN, le comportement étrange du suspect et les témoignages de ses collègues sont devenus la base d'une inspection plus approfondie de la voiture de Reeves. Pour le détective James Crane et son équipe, il était important de trouver quelque chose de plus substantiel, pour que toutes les preuves circonstancielles convergent finalement en un point. Le lendemain matin a commencé par une deuxième inspection plus minutieuse du pick-up Ford F-Cent 50 vert de Clayton Reeves. Cette fois, les criminalistes ont extrait de la carrosserie une lourde bâche noire, soigneusement pliée dans un coin. À première vue, elle semblait être une couverture de travail ordinaire, utilisée par les agriculteurs partout à Ellis. Mais quand ils ont déroulé la bâche, les enquêteurs ont immédiatement senti l'odeur distinctive de l'argile humide et de la terre. Le long du bord, on pouvait voir de vieilles coupures usées, comme si quelqu'un avait essayé de couper un morceau de tissu pour cacher ou éliminer des traces. Crane a ordonné d'envoyer immédiatement des échantillons de la bâche au laboratoire pour analyse,
sentant que cet indice pourrait être décisif. Les résultats du laboratoire n'ont pas tardé à arriver. Les experts ont établi que les spores d'herbes de prairie et les particules de sable de quartz trouvées à la surface de la bâche étaient identiques aux échantillons de sol du trou où la police avait précédemment trouvé des traces de pas d'Emily Harris. La correspondance était absolue et confirmait que précisément ce morceau de tissu aurait pu être utilisé directement à l'endroit de son séjour temporaire. Cependant, un autre détail est devenu beaucoup plus significatif et effrayant en même temps. Sur l'intérieur de la doublure de la bâche, les criminalistes ont pu découvrir une empreinte à peine visible et faible d'une petite paume. La taille et le caractère de l'empreinte correspondaient parfaitement à ce qu'Emily aurait pu laisser. C'était une preuve sérieuse qui liait le suspect directement à la disparition de la fillette. Maintenant, la police avait une indication directe qu'Emily aurait pu se trouver précisément dans la voiture de Clayton Reeves. Les détectives ont immédiatement convoqué Reeves au poste pour un autre interrogatoire, pour présenter les nouvelles preuves. Mais le suspect continuait à maintenir un calme et un sang-froid enviables. Cette fois, il s'était préparé et a présenté à la police le registre des heures de travail de l'élévateur, où son quart de travail le jour de la disparition d'Emily était clairement enregistré. Selon les registres, Reeves était sur le territoire de l'élévateur jusqu'à 18h45, ce qui excluait complètement sa participation au crime par une question de temps. Cependant, les détectives ont rapidement établi que l'heure d'entrée et de sortie n'était enregistrée que par le badge électronique de l'employé. La caméra de surveillance, qui aurait pu confirmer les paroles du suspect, n'était pas présente à l'entrée de l'élévateur. Ainsi, la seule preuve de la présence de Reeves sur le lieu de travail était son badge personnel, et non l'enregistrement visuel de sa présence. La police a tenté de vérifier l'alibi de Reeves à l'aide de ses collègues. L'un d'eux, un employé de l'élévateur nommé Tom Hudson, lors de l'interrogatoire, a rapporté qu'il avait définitivement vu Clayton Reeves sur le site vers 17h. Mais quand les détectives ont essayé de préciser exactement où se trouvait Reeves à ce moment-là, Hudson a eu du mal à donner une réponse précise. Il se souvenait seulement avoir remarqué la silhouette de Reeves dans la zone de travail, mais n'a pas indiqué un lieu spécifique. Ce témoignage a créé de la confusion pour l'enquête, car il ne confirmait pas, mais ne réfutait pas non plus complètement l'alibi du suspect. La fausse piste a de nouveau compliqué la tâche de l'enquête. Il semblait que le collègue aurait pu être confus ou se tromper dans ses souvenirs. Les détectives ont décidé de vérifier des informations supplémentaires. Plusieurs heures plus tard, le détective Crane a de nouveau rencontré Tom Hudson pour clarifier son témoignage. Pendant la conversation, Hudson s'est soudainement souvenu que le jour de la disparition d'Emily, il avait pris plusieurs photos du site de l'élévateur pour des rapports. En vérifiant la mémoire de son téléphone, Hudson a montré à l'enquêteur une photo prise à 15h40 ce jour-là. On y voyait clairement la carrosserie du pick-up de Clayton Reeves, garée sur le site près de l'entrepôt de l'élévateur. Mais le plus important, sur la photo, la carrosserie était complètement vide. Il n'y avait aucune bâche dedans. Cela signifiait que la bâche noire, trouvée plus tard dans la caisse du pick-up, y est apparue après 15h40, c'est-à-dire plus près du moment de la disparition d'Emily. Ce détail est devenu crucial. Maintenant, l'enquête comprenait clairement que la bâche avait été placée dans la voiture après que Reeves ait été sur le territoire de l'élévateur, et non le matin, comme il l'avait affirmé précédemment. Pour la police, cela est devenu une preuve supplémentaire convaincante que Clayton Reeves cachait quelque chose avec soin. Mais même maintenant, avec toute l'abondance de preuves, les détectives comprenaient qu'il restait encore une échappatoire dans l'affaire. Malgré le fait que les preuves contre Reeves étaient substantielles, théoriquement, il était possible que quelqu'un d'autre ait pu placer la bâche plus tard pour confondre l'enquête. Le détective James Crane et son équipe étaient à un pas du dénouement final. Cependant, la dernière preuve, la plus importante, capable de clore l'affaire sans doute, manquait encore. Maintenant, il restait à la police à faire le dernier pas pour s'assurer que les doutes étaient vains et révéler définitivement la vérité sur ce qui s'était passé le 25 avril dans le comté d'Ellis. L'enquête est arrivée à un point après lequel il ne pouvait plus y avoir de doute. Toutes les preuves indirectes se sont progressivement assemblées en une image unique, et le seul maillon manquant restait l'analyse judiciaire finale de l'ADN.
Le détective James Crane et son équipe attendaient le résultat de l'expertise, comprenant que c'est précisément maintenant que l'enquête s'est rapprochée de la résolution complète de l'affaire de la disparition d'Emily Harris. À l'aube du 6 mai, une enveloppe scellée du laboratoire criminalistique a été livrée au bureau du détective Crane. Le document était court, mais son contenu ne laissait pas de place au doute. Sur la lame de l'appel, précédemment saisie dans le coffre du pick-up de Clayton Reeves, un profil complet d'ADN d'Emily Harris a été découvert. Maintenant, la police possédait une preuve irréfutable qui ne laissait pas d'échappatoire pour la défense du suspect. Le même jour, les fichiers journaux numériques de l'élévateur, enregistrant le mouvement des employés à travers le terminal de badge électronique, ont été étudiés. Il s'est avéré que le badge de Clayton Reeves avait été présenté au lecteur 3 fois de suite à 16h20. Les experts ont expliqué qu'il s'agissait d'une tentative de créer un alibi artificiel. Cet alibi fantôme signifiait que le suspect tentait de cacher son absence du lieu de travail précisément au moment où Emily a disparu. Maintenant, les enquêteurs pouvaient reconstituer avec précision les événements de cette journée, minute par minute. Le 25 avril, immédiatement après qu'Emily soit descendue du bus, Clayton Reeves s'est approché dans son Ford F-150 vert et lui a proposé de la ramener chez elle, lui disant que cela raccourcirait son chemin. Emily, connaissant Reeves comme un voisin familier, a accepté et est montée dans la voiture. Déjà après 1 minute, il est devenu clair que les intentions de l'homme étaient autres. Ressentant de l'inquiétude, Emily a essayé de demander où ils allaient, mais Reeves lui a ordonné brusquement de se taire. Quand elle a commencé à résister, il l'a saisie brusquement par le cou, essayant de la faire taire. Effrayée et essayant de s'échapper, Emily a rapidement perdu connaissance par manque d'air. Décidant qu'elle ne respirait déjà plus, Reeves a paniqué et a dirigé la voiture vers une zone de champ abandonnée. À 17h10, il s'est arrêté sur un terrain vague, a sorti une pelle et a commencé à creuser rapidement un trou peu profond, se hâtant de cacher les traces du crime. Le sol meuble et l'humidité après la pluie lui facilitaient le travail. Reeves a placé le corps d'Emily dans le trou et l'a recouvert de terre, certain que personne ne la trouverait. Mais c'est précisément l'état du sol qui a joué un rôle décisif. La terre meuble et humide a permis à Emily, en reprenant conscience, de percer elle-même la couche supérieure et de sortir. Comprenant à peine ce qui se passait, elle a instinctivement rampé vers la route, où presque 2 heures plus tard, elle a donc été découverte par les fermiers Hunter. Le 9 mai, la police du comté d'Ellis a obtenu un mandat d'arrêt contre Clayton Reeves. Les officiers sont arrivés à la ferme du suspect tôt le matin. Voyant les voitures de police et comprenant l'inévitabilité de l'arrestation, Reeves a fait une tentative désespérée d'échapper à sa responsabilité. Il s'est précipité vers son pick-up, tendant la main vers un fusil à pompe qui se trouvait derrière le siège. Mais l'officier qui s'attendait à une telle réaction a été plus rapide. Le tir d'un pistolet électrique a immobilisé le suspect. Le procès judiciaire a commencé plusieurs mois plus tard et a rapidement attiré l'attention de tout le comté d'Ellis. Lors des audiences, la défense de Reeves soutenait obstinément que ce qui s'était passé était le résultat d'une réaction de panique et non d'un crime prémédité. Les avocats insistaient sur le fait qu'il ne voulait tuer personne, mais qu'il a seulement pris peur quand il a réalisé que la fille avait perdu connaissance. Cependant, pour le tribunal et le jury, de tels arguments semblaient insuffisants à la lumière de toutes les preuves et indices recueillis par l'enquête. La sentence finale a été prononcée le 12 juin 2015. Le tribunal du comté d'Ellis a reconnu Clayton Reeves coupable de commission du crime et l'a condamné à la réclusion à perpétuité sans droit à une libération conditionnelle pendant 45 ans. Lorsque la sentence a été prononcée, un silence absolu régnait dans la salle d'audience. Emily Harris était présente à l'audience avec ses parents. Après la fin de l'audience, elle est sortie lentement du palais de justice.